Mesdames, Messieurs, bonjour. Voilà. Donc, il m'a été demandé de faire une présentation retour sur de l'impact architectural du confortement parasismique, notamment dans le cadre, dans le cadre du logement collectif. Enfin, vous verrez essentiellement, ce sont des exemples de logements, d'intervention de confortement parasismique sur des résidences bailleurs sociaux. Je précise que je vais également représenter mes collègues de la Guadeloupe, qui m'ont demandé de faire cette présentation en leur nom. Je vais essayer de le faire. Alors, et je vais essayer d'être concis aussi, on m'a demandé. En 20 minutes. Donc, le premier thème, la place accordée aux architectes dans les opérations de confortement parasismique. Donc, ce que je dirais sur ce sujet, je dirais qu'elle évolue favorablement. Je pense qu'il y a de la place pour qu'elle continue d'évoluer encore favorablement. Ce que vous voyez sur la slide ici, c'est que... alors, j'ai présenté 2 panneaux de chantier où on voit les équipes de maîtrise d'œuvre. Celui qui est à gauche, c'est une opération. Alors, vous ne le voyez peut-être pas, mais je vous dis la différence, c'est que là, on a typiquement une opération de confortement parasismique dans laquelle il n'y a pas d'architecte intégré à l'équipe de maîtrise d'œuvre. Et la deuxième, qui est une opération un petit peu plus récente, il y a ce changement, il y a cette évolution. Je dis ça pourquoi ? Parce que on va dire que justement dans cette phase du plan Séisme Antilles 2, il s'est présenté un certain nombre d'opérations de confortement parasismique sur lesquelles il n'y avait qu'un bureau d'études structure et que les maîtres d'ouvrage chemin faisant se rendant compte que ces interventions avaient un impact sur l'enveloppe architecturale, nécessitait des déclarations de travaux, des permis de construire modificatifs, etc. Et donc, se retrouve dans la situation où un projet de conception est déjà réalisé et a cherché un architecte pour déposer les autorisations d'urbanisme. Alors, je voudrais préciser, rappeler si besoin est, que ce sont des pratiques qui, dans la forme qu'elles prennent, ne sont pas possibles pour un architecte. La loi sur l'architecture et le code de déontologie interdit à un architecte d'apposer sa signature sur un projet pour lequel il n'a pas participé à la conception. Donc voilà, j'en profite, la casquette président de l'ordre, pour rappeler, si besoin est, que ce genre de montage de mécanisme n'est pas possible pour les architectes. Et je pense que heureusement, il y a eu cette prise de conscience qui fait que de plus en plus, je pense que maintenant, systématiquement, les opérations de confortement parasismique, on trouve des équipes de maîtrise d'œuvre pluridisciplinaires et dans lesquelles l'architecte est intégré. Alors là, c'est un exemple rapide d'illustration d'une opération de confortement où on voit à gauche le bâtiment. Alors rapidement, il s'agit d'une résidence aux Anames sur la ville de Fort-de-France, quartier Pont-de-Chêne, une opération composée de 3 bâtiments pour un total de 75 logements. Et donc... d'accord, ok. Donc là, on voit le bâtiment avant travaux et on voit à droite l'intervention, enfin l'issue des travaux, la forme que ça prend. Et donc, pour en parler rapidement, parce qu'on va détailler derrière les contraintes, alors l'idée, puisque ce projet singulièrement, c'est un projet que j'ai réalisé avec IB Consult et Atelier Études Ingénierie, en maîtrise d'œuvre d'exécution. Et donc l'idée, c'est ce que vous voyez, donc ce sont des voiles de confortement qui ont un aspect de cornière en angle. Et c'était l'idée forte pour nous à cette occasion, c'était saisir l'opportunité du confortement parasismique pour amener une nouvelle dynamique, une nouvelle expression architecturale, et de servir justement de cette opération de confortement comme une opportunité, puisque de manière générale sur les opérations qui se sont déroulées jusque-là, sur les bailleurs sociaux, le confortement parasismique est systématiquement associé à une réhabilitation, rénovation, amélioration des logements. Et donc l'idée, c'est que cette opération de confortement soit perçue et que limite à moins d'avoir un œil d'expert, qu'on ne se rende pas compte qu'il y a eu un confortement.
On sait juste que ce soit le cas, mais que voilà, c'est juste de se dire à terme, le bâtiment, on a fait une intervention là-dessus et il y a une réhabilitation et qu'on est content, on en est content. Donc c'était ça la volonté. S'agissant des contraintes, la contrainte prégnante dans les démarches de confortement parasismique pour les logements collectifs, c'est la problématique de chantier en site occupé. C'est-à-dire que ce sont des opérations où systématiquement les locataires sont dans leur logement. Ça amène à des adaptations en termes de planification de travaux. Ça amène souvent, quasi systématiquement, à des chantiers qui sont relativement longs, en moyenne 24 mois. Et donc, sur les choix techniques, forcément, ça s'apparente on va dire, de mêmes problématiques qu'on peut trouver en France hexagonale des rénovations énergétiques, qui sont aussi en site occupé, à systématiquement avoir des interventions en extérieur. Donc, qui se matérialisent parce que vous voyez peut-être l'exécution de voiles de contreventement en applique des façades. Alors, ce qu'il faut savoir et que je détaillerai aussi par la suite, c'est que chaque bâtiment est spécifique de par son architecture et sa conception structurelle d'origine. Et donc, il s'est avéré j'ai pas de pointeur, mais pourquoi il y a une photo d'un châssis de jalousie, c'est parce que sur l'une des opérations, nous avons été amenés dans l'implantation de voiles de contreventement à condamner certaines ouvertures. Et donc l'idée, c'était d'avoir des dispositions compensatoires. Alors ce que vous voyez tout à gauche, c'est une jalousie en imposte, donc qui a été noyée dans le voile de contreventement. Et donc l'idée, c'était que sur d'autres ouvertures existantes, de supprimer l'allège pour compenser la perte de ventilation naturelle et d'apport d'éclairage naturel. Alors, je me rappelle que quand on m'a sollicité, l'idée c'était on nous a demandé de faire un bilan sans concession de l'impact architectural des opérations de confortement parasismique. Alors, ce bilan, je ne vais pas faire de bilan, je vais essayer d'expliquer pourquoi je disais tout à l'heure que chaque bâtiment est spécifique de par son architecture, sa structure, son implantation, l'accessibilité pour intervenir, pour réaliser certains travaux. Et forcément, ça amène des réponses qui sont diverses et variées, avec des résultats qui sont divers et variés. Nous avons certains bâtiments, de par leur conception, qui laissent la place sans problématique particulière à réaliser des voiles de contreventement, sans impact sur la ventilation naturelle, etc., sur la visibilité, donc qui ne bouleversent pas les habitudes des habitants. Il y en a d'autres où c'est plus compliqué et ça amène à des solutions qui sont peut-être à terme moins harmonieuses, moins intégrées dans l'aspect architectural d'origine du bâtiment. Donc ça amène des résultats qui sont divers et variés et qui sont perçus de manière différente par les habitants. Alors, sur l'évolution des techniques, on dira que la nécessité de continuer à former et à développer de l'innovation, de l'ingénierie spécifique dans ce domaine, justement, l'intérêt, c'est que ça permettra justement de diminuer cet impact architectural et de trouver des solutions qui permettront à l'avenir de proposer des solutions techniques et architecturales qui ne soient pas de nature à bouleverser le bâtiment dans son expression d'origine. Alors, il y a aussi on va dire l'aspect question d'intervention de confortement sur le bâti dit patrimonial. Sur cette slide, vous avez un exemple. Alors là, concrètement, l'état sinistré, c'est l'état actuel. Là, c'est un cas d'un bâtiment dans la ville basse de Fort-de-France qui a été sujet à un incendie, où j'avais été sollicité pour faire une réhabilitation. Et donc, ce que j'avais proposé, donc c'est un bâtiment en structure mixte, maçonnerie et structure bois avec les planchers intermédiaires en bois, et donc qui ont été totalement brûlés.
Et donc ce que j'avais proposé à l'époque au maître d'ouvrage, c'était de recréer une ossature sur le principe d'exosquelette, c'est-à-dire de recréer une ossature en interne du bâtiment, donc qui ne serait pas perçue de l'extérieur, et qui viendrait supporter les éléments en façade existants de ce bâti. Donc avec dans l'idée, à terme de ces travaux, c'est que on reviendrait à l'état de ce que vous voyez avant l'incendie, c'est la slide tout à droite. Donc il existe des possibilités, d'ailleurs ça se fait déjà dans les restaurations patrimoniales, des interventions structurelles dans le bâti, mais cela nécessite que le bâtiment ne soit pas occupé. Alors, il a été porté à ma connaissance que dans le cadre du plan séisme anti-3, qu'il y a une intervention qui sera élargie sur l'existant, enfin je parle du logement et notamment de la maison individuelle. Alors la question qui a été posée, bon d'ailleurs elle ne vient pas de moi cette question, mais c'est bien parce que ça va me permettre d'avoir une intervention plus large, parce que là vous voyez l'intérêt de solliciter un architecte lorsqu'il n'y a pas d'obligation réglementaire. Alors nous, à l'Ordre des architectes, nous ne déployons pas notre énergie de communication autour de la notion d'obligation. Notre démarche est plus dans l'expression de la conviction de la nécessité. C'est là-dessus que se pose notre discours, c'est communiquer, informer pour convaincre de la nécessité. Et à mon sens, nous rentrons dans une phase, ici et ailleurs, qui sera l'ère de la réhabilitation. Et réhabilitation à plusieurs titres. Là, on parle de confortement parasismique. Le confortement parasismique a des incidences sur la ventilation naturelle, sur le comportement thermique des bâtiments. La loi climat et résilience d'août 2021 va nous amener à répondre à d'autres problématiques. Donc nous entrons dans une ère où le bâti existant, il va falloir l'adapter au changement climatique, il va falloir intervenir pour que dans ces dispositions intégrer des aménagements qui permettent d'être plus en adéquation avec les démarches de développement durable, de limitation au recours des ressources en termes d'énergie ou autres. Et donc, ça nous amène dans une ère où, dans l'intervention du bâti, il y aura systématiquement plusieurs approches pluridisciplinaires. Et qui d'autre que l'architecte pour avoir cette vision globale et s'assurer que la réponse à tous ces défis soit une réponse qui tienne compte de toutes ces contraintes, mais qu'elle soit malgré tout harmonieuse et cohérente. Donc voilà ma réponse à cette question. Et voilà. Oui. Si j'ai du son. Quelles sont en fait, en termes de les implications en fait du respect de ces normes, de l'adaptation donc aux normes parasismiques, en termes de structure et en termes de matériaux. Est-ce qu'il y a, vous voyez, est-ce que l'impact donc qui est forcément un impact architectural, comment dire, s'analyse en termes de structure, donc de structure des constructions, mais aussi en termes de matériaux spécifiques. C'est-à-dire sur l'existant ? Oui, sur l'existant. Ou sur la proposition ? Sur l'existant, c'est-à-dire quand on réhabilite un bâtiment ancien, on veut le réhabiliter, le mettre aux normes. Est-ce qu'il vous est imposé une structure spécifique ? Donc on a vu tout à l'heure les propositions que vous faisiez sur le bâtiment, le bâtiment, comment dire, de logement collectif. Oui. Donc en termes d'impact architectural, voire visuel d'ailleurs, mais aussi est-ce qu'il y a aussi une incidence, un impact en termes de choix de matériaux ? Alors, dans les démarches de confortement, enfin de réhabilitation de manière plus générale, il y a toujours en premier lieu une phase de diagnostic. C'est-à-dire on analyse les pathologies éventuelles du bâtiment, il peut y avoir des reconnaissances poussées pour identifier la nature structurelle, la façon dont le bâtiment a été
conçu et porté, analyser la nature, les propriétés mécaniques des éléments structurants en place. Et à l'issue de cette analyse de diagnostic, on rentre dans la phase de proposition. Alors, sur les propositions aujourd'hui, en général, jusqu'à maintenant, ce qui s'est présenté, c'est soit des confortements à base de voiles de béton armé, soit des structures métalliques rapportées. Aujourd'hui, ce sont ces solutions qui sont proposées parce que ce sont celles qu'on connaît, qu'on maîtrise et qu'on peut proposer. Il n'est pas dit que parce que c'est ce que nous faisons aujourd'hui, que c'est ce que nous ferons encore demain. Et c'est le sens de l'innovation. Et à mon sens, l'intérêt de tout ce que nous faisons ensemble dans le cadre de la CERC du projet Bâti Solide, c'est justement de créer les conditions pour arriver que nous, demain matin, professionnels du bâtiment et de l'aménagement aux Antilles, à la Guadeloupe, à la Martinique, que nous soyons force de proposition, d'innovation pour faire évoluer nos techniques et faire évoluer des techniques dans des secteurs qui permettent aussi de se les approprier par rapport à des techniques qui ne nous amènent pas à systématiquement être dépendants d'importations qui ont une empreinte carbone significative. Donc, s'il faut ouvrir plus largement la nécessité de promouvoir l'innovation et de s'approprier nos règles, je dirais que j'appelle de mes voeux, que nous soyons dans cette démarche et que nous puissions permettre d'aboutir à ce genre de solutions, de propositions pour nos territoires. Oui, j'ai fini, on m'a demandé d'être court. Merci.